À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite? Qu'est-ce qui te fait le plus douter? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est bon. Allez. On est bon. Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour un nouvel épisode d'Aléatoire. Aujourd'hui, je suis quand même très heureux d'avoir pour l'invité du jour. Alors, je vais commencer à essayer par le faire deviner. Il y a un peu plus de 10 ans, il arrivait d'un monde où la drogue est à la mode, l'amour est à la morgue et la haine c'est à la mort. Là où il habitait, il n'y a plus d'amoureux, c'est les tox qui se picotent sur les bancs publics. Alors les plus anciens auront peut-être déjà reconnu de qui il s'agit. Donc il avait commencé dans le rap à une époque où le streaming n'existait pas encore et où e-mule restait quand même le meilleur moyen de choper des sons. Mais pour la majorité des gens, c'est surtout au cinéma qu'ils l'ont découvert. D'abord dans Entre les murs de Laurent Cantet, puis dans de nombreux films, parmi lesquels Papa Was Not a Rolling Stones, L'Ascension, Braqueur et bien sûr Grave de Julia Ducournau. Actuellement, on peut le voir dans Arthur Rimbaud, où il retrouve Laurent Cantet et où il incarne un jeune auteur prometteur rattrapé par un vieux compte Twitter. C'est donc Rabah Naït Oufella, je prononce bien. C'est ça, exactement. Bien. Merci pour la prononciation, c'est rare. Ah, cool. Ça fait plaisir. Je suis content. Des choses à rajouter sur mon nom compliqué? Non, pas grand-chose. Sur mon introduction? Non, très bien. Oui, les plus puristes connaîtront peut-être les morceaux, mais faut aimer le rap. Faut vraiment aimer le rap parce que j'ai pas fait une carrière qui a été très longue et très connue non plus. Mais j'avais commencé par le rap et ensuite je suis passé au ciné. Et alors, on va très vite aller sur le principe du podcast où je vais piocher les questions, mais le rap t'as arrêté parce que la carrière d'acteur prenait trop de place et que t'avais plus le temps de t'y consacrer, ou juste parce que tu t'y retrouvais plus forcément et parce que tu sentais que t'avais dit ce que t'avais à dire ou Non, parce que j'ai commencé le rap pas pour faire carrière, j'ai commencé le rap parce que ça a toujours été une passion. Et d'ailleurs, je me souviens pas avoir commencé le rap, j'ai un vague souvenir de l'avoir arrêté à un certain moment où ça commençait à devenir sérieux. Je me suis posé la question, savoir est-ce que je voulais faire du rap toute ma vie et en faire mon métier, et la réponse est venue comme une évidence. Et c'était non, et à ce moment-là aussi, oui, le cinéma commençait à s'ouvrir de plus en plus, et donc j'ai décidé de me concentrer pleinement sur ça. Sur le cinéma, très bien. Alors, première question. Qu'est-ce qui est légal maintenant et ne le sera plus dans 20 ans selon toi? Alors j'ai envie de dire le CBD, mais ils ont déjà fait une tentative d'illégalité du CBD. Qu'est-ce qui est légal dans tellement de choses, de plus en plus en fait. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où on n'a plus le droit de danser dans les bars. C'est vrai que donc la question est très large. La question est très large. C'est quelque chose qui fait peur. Je sais pas, la liberté, on voit bien qu'on perd en liberté d'expression de plus en plus. On voit bien qu'on vit dans une ère de plus en plus une ère de polémique. Une ère où est-ce que tout le monde s'offusque pour tout et n'importe quoi. Et ça fait peur. J'ai l'impression qu'on perd de plus en plus nos libertés. Et donc un exemple précis, non, mais beaucoup de choses. Oui, bien sûr. C'est marrant ce que tu dis pour le CBD. Moi, je pense que justement dans quelques mois, le cannabis sera légal en France. Ouais, je pense. Mais là, on est en période d'élection et qu'il faut, il faut prendre des mesures et on sait pas trop quoi prendre. C'est comme le fait de ne pas consommer debout, ne pas consommer assis, ne pas bouffer du popcorn dans les cinémas, ne pas manger. J'ai vu un sketch un extrait de sketch d'un humoriste qui s'appelle Naïm qui disait vous avez vu, on n'a plus le droit de manger dans les trains. On va freiner l'épidémie avec. Et vu qu'on est en France, évidemment, il y a des gens qui vont manger dans les trains. Et vu qu'on est en France, évidemment, il y aura de la délation. Et ça m'a fait beaucoup rire. La pire phrase de drague qu'on t'ait lancée. La pire phrase de drague qu'on m'a lancée. Est-ce que t'es footballeur? On m'a déjà posé la question. Enfin, on m'a dit que certainement on m'avait déjà vu quelque part. Il y en a qui me disaient, je t'ai déjà vu quelque part, tu serais pas footballeur? Donc moi, évidemment, je réponds oui, bien sûr. Je joue à l'AS Monaco.
Et ça a duré comme ça longtemps. Et puis, je pense que cette personne savait où est-ce qu'elle m'avait vu. Mais c'était une tentative d'approche comme une autre. Mais après, en termes de phrases de drague bien pourries, j'ai celle que j'ai entendue, mais celle aussi que j'ai dite. Donc, je suis pas très fier. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi. Donc, je ne jette la pierre à personne. Tu veux nous en dire une parmi tes perles? Oh, j'en ai plein. Hein. Si tu dragues une fille qui s'appelle Julie, tu peux lui dire que t'es très Julie, par exemple. Ça marche. Il y en a plein d'autres. Je vois, effectivement. Ça peut marcher, ceci. Bah, en fait, ouais, j'ai l'impression que moins c'est drôle et plus c'est drôle, quoi. C'est ça. Je pense que c'est moins une question de contenu de la phrase qu'une question d'assurance au moment où tu l'as dit. Ça joue beaucoup. Je pense que si tu peux avoir la meilleure phrase, un truc du niveau de Rimbaud, tiens, vu que le film s'appelle Arthur Rimbaud avec le jeu de mots. Je pense que tu fais un truc du niveau de Rimbaud, mais tu le dis en bégayant, ça passe pas. Je crois vraiment que l'assurance. Je pense que tu es très Julie, mais avec une assurance en béton armé, tu marques plus de points avec t'es très Julie. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité, selon toi? Ouh là là, question pointue. Il y en a quelques-unes un peu deep, ouais. Eh bien, on sait pas, parce qu'on voit bien que, par exemple, l'invention de la poudre à canon, par exemple, à la base, n'a pas été inventée pour faire la guerre. Ouais. Et finalement, c'est complètement le cas. Donc, je pense que l'invention de la roue aussi aurait pu servir à plein de choses super cool. Et on a quand même fait des chars d'assaut avec. On s'en est servi comme des armes. La découverte les du missiles nucléaire. étaient lancés à la découverte du nucléaire, exactement. Donc, changer le cours des choses, beaucoup de choses, je pense. Le mec qui a inventé le stylo à billes, je pense que ça vient de la roue aussi. Et puis, ça a été... je veux dire, toutes les inventions peuvent déboucher sur des choses extraordinairement cool, comme des choses extraordinairement nocives et dangereuses. Ouais. Mais donc, selon toi, un truc qui pourrait changer le cours de l'humanité, c'est pas forcément bien. Le vaccin anti-bêtise. Ça, j'aimerais bien ça, qu'on fasse au moins 4 doses à certains candidats certains candidats actuels, ce serait cool. Ou à tous, non? Ouais. À tous, enfin... Certaines doses un peu plus dosées pour certains. C'est ça, je pense qu'il y a des symptômes qui risquent de revenir chez certains. Un peu plus chargés pour certains, ouais. Quand est-ce que t'as pleuré pour la dernière fois? Alors, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était au cinéma. Okay. C'était à la projection d'un film de Fabien Gorja, qui s'appelle La vraie famille, avec Lies Salem, que j'ai trouvé vraiment incroyable dedans, et Mélanie Thierry. Et c'est un film qui parle un peu des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil et qui ne jugent pas et qui montrent juste en fait la complexité de ce problème et qu'on n'a pas vraiment de réponse à donner. Il n'y a pas vraiment de formule magique, c'est juste d'une tristesse et d'une bienveillance à la fois. Le film rend joyeux, fait pleurer de rire et de tristesse en même temps, et j'ai trouvé ça super émouvant. Et c'est sorti quand? C'est pas sorti encore, je pense que ça sort dans les mois qui viennent. C'est pas sorti dans le cadre d'un festival. D'accord, donc La vraie famille, tu dis. La vraie famille, je gagnerais à faire cette promo et je la fais vraiment de bon cœur parce que j'ai trouvé le film vraiment marquant. Très bien, écoute, j'irai voir ça avec intérêt. La fois où tu as eu le plus de chance dans ta vie? Eh bien, je dirais peut-être 2008, lorsque Laurent Cantet choisit notre collège pour tourner son film Entre les murs, que je refuse peut-être 5 ou 6 fois de tourner dans ce film, et qu'il insiste, et qui convoque mes parents pour leur expliquer que ce serait peut-être intéressant que je fasse le film, que le film sortirait en salle, chose à laquelle je ne croyais pas une seconde. Je pensais que ça allait être un film amateur, qu'on allait tourner en tenant chacun notre tour la caméra, etc. Il a super insisté et j'ai eu de la chance que Laurent ait insisté, parce que voilà, c'est devenu une vocation ensuite et j'en ai fait mon métier. Ça fait bientôt 15 ans. Ouais. Parce que j'ai été assez surpris en faisant mes recherches sur Allociné par exemple, que tu as fait un premier film en 2001. C'est ce qui est inscrit. Non, ok, donc Allociné s'est planté. Allociné, les gars, revoyez vos fiches. Revoyez vos fiches. J'ai fait Allociné en plus avant-hier avec un mec super cool. Ok, d'accord, ça marche. Toutes les infos ne sont pas. Ça marche, ok, très bien. 2001, j'avais. Non, pas du tout. J'avais 6 ans. T'avais 6 ans? Bah écoute. Non, pardon. J'avais 9 ans. 9 ans. Ce qui fait, t'avais 15 ans du coup au moment de Entre les murs. Au moment de la sortie d'Entre les murs, j'en avais 15, je crois qu'on l'a tourné, j'en avais 13 ou 14, un truc comme ça. Alors ça fait quoi d'aller à Cannes à 15 ans et d'avoir la Palme d'Or d'ailleurs? Vous avez on se rend pas compte, quand on a été à Cannes, pour moi on partait genre en colonie de vacances, avec plus qu'on y allait en plus avec l'école pour le coup. Donc on terminait les cours à 16h et il y avait un car qui venait nous chercher pour nous emmener à Cannes, on réalisait pas du tout ce qu'on faisait. Moi pour te dire, le jour J, on devait se présenter
le matin à l'école avec un sac, avec des affaires, un costume, etc. Et j'avais complètement oublié de les acheter pour te dire à quel point je réalisais pas l'ampleur de ce qui nous arrivait, quoi. J'ai vraiment pas mesuré les choses. Donc j'ai réussi à me débrouiller, genre un costume à la dernière minute pour partir. J'avais porté de costume de ma vie, j'avais un costume beaucoup trop grand pour moi. Ouais. Je sais qu'il y a des images d'archives qui traînent un peu, j'essaie de les faire supprimer de partout, mais c'est compliqué. Des petites images de tapis rouge et tout. Et puis donc on rentre sur Paris après avoir fait ce festival de Cannes, et en fait il se trouve que De Niro et Sean Penn, qui étaient à ce moment-là le jury de cette édition du festival, avaient vu le film, a demandé à ce qu'on revienne parce qu'on était censé gagner un prix. Et genre nous on fait demi-tour et on se dit mais c'est trop bien, on n'ira pas à l'école demain. C'est la seule chose qui nous intéresse, tu sais, on mesurait vraiment pas l'ampleur de ce qui nous arrivait. Et puis donc on fait la cérémonie de remise des prix qui dure quand même très longtemps. Pour moi ça a duré une éternité, j'avais 13 ans, il fallait que je reste assis sur une chaise pendant tout ce temps. Non, c'était compliqué, un fauteuil quand même assez confortable, je vais pas cracher dans la soupe. Mais ça m'avait paru vraiment très long, et toutes les 15 minutes, il y avait une équipe des films qui se levait, qui allait sur scène et qui récupérait leur prix, et tout à la fin c'était nous. Et c'était la Palme d'Or, et pour moi en tout cas je réalisais vraiment pas que la Palme d'Or c'était un peu la Coupe du Monde du cinéma, quoi. C'était chaque équipe des films se levait pour aller chercher leur prix, et là c'était juste à notre tour en fait dans mon imaginaire. Sauf que j'ai vu les surveillants les pions qui étaient nos pions au bahut qui se mettaient à chialer, des mecs dont on avait quand même assez peur qui en imposaient, donc je les voyais en train de chialer, nos profs en train de chialer. Je me suis dit, oh là, ça, calmez-vous les gars, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, sur le retour, on s'est arrêté à une station-service pour mettre de l'essence, et on a vu qu'on faisait un peu toutes les unes. Puis on est rentré au collège, et puis les gens commençaient à nous reconnaître dans la rue tous les jours, et puis c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il s'était passé quelque chose. Que t'as mesuré l'ampleur du truc. Quel est le truc cher, le plus inutile que tu aies acheté? Ouf, beaucoup. J'ai eu une période de ma vie, une période sombre de ma vie. Un peu flambeur. Non, pas flambeur. En fait, il y a une période de ma vie où je ne mesurais pas la valeur de l'argent, parce que pour un anniversaire de mon frère, on avait fait un séjour à Deauville. Ok. Et on avait prévu de jouer au casino je ne jouais pas du tout au casino. Ok. Et il se trouve que j'ai eu la chance du débutant. Et avec genre 80 €, je suis sorti avec 2000 €. Ah oui. Belle chance du débutant, effectivement. Et donc on est retourné du coup le lendemain, évidemment. Et j'ai regagné un truc à peu près similaire, et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours. Et puis à un moment je commençais à perdre et à regagner. Et en fait quand on joue de l'argent, on n'a plus la valeur de l'argent. Ah ouais. Et j'en ai profité à ce moment-là pour acheter des habits de marque qui coûtent très cher, que aujourd'hui avec le recul, je revois les habits que j'ai achetés, je trouve vraiment ça pas joli du tout. Je vais pas citer de marque, mais c'est des marques genre très flashy, tu sais, genre un peu pailletées, un peu dégueu, des baskets genre énormes. Je crois avoir les... Et j'ai acheté genre une période de ma vie ce genre d'articles en toutes les couleurs. Très bien. Des ceintures et des machins qui coûtent une blinde, et je me rendais pas compte. Et évidemment, comme tous les jeux d'argent, on finit toujours par perdre. Donc une fois que je leur ai rendu tout leur argent, j'ai quand même bien regretté de m'être payé tout ça. D'avoir acheté tout ça. J'imagine notamment une marque très appréciée, certains rappeurs et détestée par d'autres rappeurs. Mais bon, pour ma défense, je dois avoir quoi, 18-19 ans. Ouais, ça. Comment aimerais-tu mourir? Sans douleur de préférence, et surtout après mes parents. Je sais que la pire des situations au monde, c'est d'enterrer son enfant. Et vraiment, j'aimerais épargner ça à mes parents. Je comprends très bien. Jusqu'à quel point aimes-tu prendre des risques? Alors, je suis un grand fan d'adrénaline. Ah ouais? Mais je pense que l'être humain est comme ça, prendre des risques Ouais, bien sûr. Se sentir vivant. Prendre des risques et aussi se sentir vivant. Je veux dire, dans tous les choix qu'on fait, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je pense que parfois, par exemple, le film Arthur Rimbaud, je sais que c'était par exemple une prise de risque. On est dans ce film. Je sais que le film, justement, parle beaucoup de ça, de ces transfuges qui sont un peu chez eux partout, mais nulle part. Ouais. Et à qui on n'épargne pas le moindre écart. Ouais. Je sais qu'on a vite fait de renvoyer ces gens chez eux d'où ils viennent au moindre à la première occasion.
Et le fait de jouer dans ce film, je sais que c'est une petite prise de risque. Et dans d'autres aussi. Okay. Par exemple. Et alors tu dis que t'aimes l'adrénaline, tu fais des sports extrêmes ou Extrême non, mais je fais du sport, j'essaie de me maintenir en forme. J'aime bien la vitesse en voiture et en moto. Ok, ça marche. Ça c'est mon petit péché mignon. Petit péché mignon. Un peu moins mignon parfois parce que je sais que c'est quand même quelque chose de très dangereux. Ouais. Et je sais que ça me passe aussi un peu avec le temps. Donc quand j'étais plus jeune, beaucoup, et aujourd'hui beaucoup plus modérément. Ok. Puis j'imagine que du coup aussi quand tu débarques au casino, que tu joues 80 €, que tu as la chance du débutant, l'adrénaline doit être bien aussi à ce moment-là. À ce moment-là, l'adrénaline était bien et puis surtout j'ai cru que je pouvais gagner comme ça des sommes souvent et que même si le casino est toujours gagnant, je pensais qu'on pouvait être gagnant, chose qui est quand même assez fausse. Ouais, disons-le, j'allais dire rare mais même complètement fausse. On voit bien que les grands joueurs le disent tous. Même ceux qui sont piqués clairement par le jeu le disent, au final ils ont perdu quoi. Ouais, je sais plus qui avait dit le seul moyen de vraiment gagner au casino c'est de posséder le casino. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu acceptes facilement les compliments? Volontiers. Mais je les accepte verbalement. C'est-à-dire que je sais que j'ai vraiment une remise en question perpétuelle sur ce que je fais et sur ce qu'on me dit. Par exemple, quand on me dit j'ai beaucoup aimé ton dernier film, je sais que si cette personne n'avait pas aimé, elle m'aurait peut-être pas dit ton dernier film c'était de la merde. Oui. Ça arrive aussi, et d'ailleurs j'aime bien qu'on critique mon travail parce que ça me fait avancer. Mais je sais qu'on dit plus facilement à quelqu'un t'es génial que t'es un vieux con. Donc les compliments, ça flatte l'ego, ça fait plaisir, mais à prendre avec une certaine distance. En face, oui, hein, sur Twitter, tu dis plus facilement de quelqu'un qui fait de la merde qu'un compliment. Oui, mais sur Twitter aussi, on dit souvent à des gens qui font de la merde alors qu'ils n'en font pas non plus. Enfin, j'ai aussi une distance avec les réseaux sociaux et les commentaires qui peuvent. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent, facilement nous insulter sur Twitter et qu'on peut croiser et qui nous diront qu'ils nous trouveront extraordinaires. Et l'inverse. Ouais. Donc, je sais que je prends beaucoup de recul sur ce qui est écrit sur Internet, bien sûr. T'es pas super présent sur les réseaux sociaux Pas tant, j'ai eu une période, mais c'était plus pour les potes, quoi. Vraiment, c'était où j'avais mes potes qui me suivaient et voilà, je montrais ce que je bouffais à midi, quoi. C'était la période un peu comme ça, et ça m'est vite passé. Et j'ai l'impression que plus je grandis, pour ne pas dire vieillir, plus je m'en éloigne, plus je m'éloigne de tout ça. Plus plus tu vois pas d'intérêt. Après, j'ai l'impression que c'est une question de génération aussi. Je sais que notre génération, les trentenaires à peu près d'aujourd'hui, proche trentenaire, on est un peu la dernière génération à avoir grandi sans réseaux sociaux. Quand je dis grandir, c'est de 0 à 15 par exemple. Et que les générations suivantes, elles ont grandi avec des tablettes à portée de main depuis très tôt. Donc nous on allait jouer au foot et on faisait du vélo. Et donc peut-être que cette distance vient de là aussi. On avait les Skyblogs ou MySpace, mais c'était moins intrusif en fait. C'est ça. Donc on a vu un peu cette progression. Donc ça peut peut-être faire peur aussi de se dire que nous la vie qu'on menait avant était complètement différente que celle d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression aussi que les jeunes, je veux pas penser pour un vieux con, j'ai 29 ans, mais les plus jeunes que nous en tout cas ont plus les codes de ces réseaux que nous. On n'avait pas vraiment de mode d'emploi et j'ai l'impression qu'il y a une pédagogie qui évolue de plus en plus pour ces jeunes et je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, carrément. Est-ce que tu es déjà allé voir un psy ou une psy? Alors non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus et je sais que franchir le pas est quelque chose de très compliqué, mais j'aimerais bien le faire. Je comprends. Personnellement, j'ai franchi le pas il y a 1 an et demi et meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je sais. Je dois avouer. Pour tout dire, alors je sais pas si ton épisode sortira avant ou après, mais j'ai enregistré un épisode où il m'a été posé la question quelle a été la chose la plus folle que t'aies faite par amour, et j'en suis arrivé au point de dire que la chose la plus folle que j'ai faite par amour, c'est par amour pour moi, c'est d'aller voir un psy. Eh bien, c'est une très belle réponse. Et je suis actuellement en plus dans ces questionnements-là, donc c'est marrant que tu me poses la question. Alors, on va retomber sur une question qui est c'est un peu similaire, mais si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie à un âge donné, quel âge tu choisirais? En gros, si tu pouvais choisir l'âge de ta mort, quel âge est-ce que tu choisirais? Eh bien, ça dépend de la vie qu'on mène. Oui. Mais en tout cas, avec la vie que tu mènes à l'heure actuelle, donc de comédien. Très longtemps. Très longtemps. Évidemment. Très longtemps. À
Après, entre potes, on s'est déjà tous posé la question, est-ce que tu aimerais avoir la vie éternelle? Évidemment que non. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose après la mort aussi. Et qu'on va tous dans la même direction et que tout stop est un nouveau départ. Donc, disons, allez, disons 85. 85, ok. 85, bref et intense. Bref et intense. J'aime beaucoup. As-tu des règles de conduite que tu appliques à ta vie? Beaucoup. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? Ne jamais dire chocolatine. On bouffe des pains au chocolat, les gars. Non, essayer d'être en adéquation avec ses principes. Garder mes amis près de moi. Essayer d'être le plus franc possible. Et puis, écouter mon cœur. Je sais que l'instinct j'ai fait beaucoup de choix par instinct dans ma vie. La plupart des choix que j'ai fait par instinct, en tout cas, étaient plus fructifiants que les choix que j'ai fait en réfléchissant. Après mieux réflexion, ouais. Je vois. Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois? Eh bien, c'est une question à laquelle j'ai peut-être pas de réponse. Ouais, si je pouvais, le fait de... Non, parce que en fait, je pense que chaque expérience qu'on vit fait de nous ce que nous sommes. Peut-être que vivre une seconde fois quelque chose que j'ai apprécié, ce serait le vivre différemment aussi. Donc, je me dis que non. Mais justement, par exemple, je sais pas, est-ce que oublier cette première expérience à Cannes pour la revivre maintenant, t'aurais pas justement un goût et une saveur différente et une façon de l'apprécier différemment maintenant que t'es un peu plus dans le milieu? Je pense vraiment pas. Et je dis souvent que je suis retourné à Cannes pour présenter le film Grave. Je devais avoir 25 ans. Et je dis souvent que c'est pas ma deuxième fois, mais ma deuxième première fois. Parce que la première fois qu'on a fait Cannes, en fait, j'étais pas vraiment dedans parce que je réalisais pas ce qui nous arrivait. Et le fait d'y retourner en ayant un peu ces souvenirs, eh bien, ça m'a fait plus apprécier la chose que si je découvrais sur le moment, en tout cas. Je pense. Et si je retourne une troisième fois, je sais que fort de ces deux expériences, ça se passera encore différemment. Et t'auras encore une façon de l'apprécier différente. Quel est le pire conseil que l'on t'ait jamais donné? Saisis cette opportunité. Et quand je ne voulais pas faire des choses. Et c'est vrai que parfois, il y a des opportunités qui peuvent s'avérer très intéressantes. Mais malheureusement, parfois, le cœur dit non. Le cerveau aussi, d'ailleurs. On peut... je pense professionnellement, en tout cas, je sais qu'il y a des raccourcis qui peuvent nous faire aller plus vite, mais peut-être pas au bon endroit. Je pense que c'est un métier de désir aussi. Donc, pour le faire correctement, il faut désirer et être désiré. Et si on fait ce métier pour les mauvaises raisons, on a vite fait de se planter, je pense. Du coup, comment tu choisis tes rôles? À l'instinct. Vraiment. Quand je lis, soit ça me parle, soit ça me parle pas. Il se trouve que souvent les films plutôt sociaux ou politiques me parlent plus que d'autres. Et surtout le propos. Faut que je sois en adéquation avec le propos. Quand je tourne un film, je me dis souvent que je place toute ma confiance entre les mains du réalisateur. Je regarde rarement les prises que je fais parce que je suis un être humain comme tout le monde et que si je devais choisir, je choisirais évidemment la scène où j'ai le plus beau profil, où j'ai pas un bouton sur le front qui est dégueulasse. Et c'est pas ça le cinéma en fait. Parfois le cinéma, ça se doit d'être sale. Je dois bien sûr avoir une sale gueule à un moment pour transcrire une émotion. Donc à partir de ce moment-là, j'essaie d'être le plus malléable possible et de faire ce que me demande le réalisateur le plus. Et pour ça, il faut avoir une certaine confiance. Et ça passe par le fait d'être en adéquation avec le propos du film, bien sûr. Et comment ça se passe la découverte et la lecture d'un scénario comme Grave, qui est quand même qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Parce que enfin. Eh bien, Grave, ça a été particulier. C'est un parti pris qui est quand même très fort et très extrême, j'ai même envie de dire. Donc, Et pour plusieurs raisons. Quand j'ai reçu le scénario de Grave, je savais pas quoi j'avais à faire.
J'avais juste quelques mots de mon agent qui me disait que il faut vraiment que tu lises ça parce que c'est quelque chose de vraiment bien. Et j'avais pas vu les courts-métrages de Julia à ce moment-là. Et donc je commence à lire sans avoir aucune info sur le rôle, ni sur le film d'ailleurs. Okay. Et donc c'est l'histoire de une jeune fille qui rejoint sa sœur dans un internat vétérinaire. Et les deux sont véganes. Et tout d'un coup, en pleine lecture, je vois que sa sœur lui coupe un doigt, que le doigt tombe, qu'elle le ramasse et qu'elle commence à le bouffer. Et là, je me dis, attends, stop, j'ai dû louper un truc. Et je redémarre la lecture du scénario depuis le début. Et il se trouve que non, j'ai rien raté, on parle bien de ça. Et donc, ok, film de genre, donc que j'ai jamais fait, ça m'intéresse complètement, la découverte. Et le fait de jouer des rôles qui sont différents les uns des autres, je pense que c'est le propre d'un acteur, d'être un peu cette sorte de caméléon. Et c'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas. Et c'était une période de ma carrière où je songeais à arrêter complètement parce qu'on me proposait souvent les mêmes types de rôles et que ça me saoulait d'être un peu cette nature filmée. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer, c'était d'avoir des personnages qui peuvent être à des années-lumière de ce que je peux être dans la vie de tous les jours. Et là, pour le coup, c'était tous les éléments étaient réunis pour jouer ce type de rôle. C'était un jeune étudiant, école de veto, gay. Enfin, il y a plein de trucs qui sont éloignés de moi, qui ont fait que j'avais vraiment envie de tourner dans ce film. Okay. Donc pour la lecture de scénario, c'était un peu particulier. Ouais, enfin, c'était un peu plus particulier que les autres. J'avais aucune info, mais en tout cas, j'ai adoré. Le scénario et l'expérience du tournage et la rencontre avec Julia et mes autres partenaires de jeu, c'était vraiment quelque chose de très fort, en tout cas dans ma vie professionnelle. Et t'as vu Titan, j'imagine Toujours pas? Toujours pas. En fait, le film est sorti quand j'étais sous Covid. Ok. Et, j'étais pas sur Paris, donc pour revenir, ça a été vraiment une galère. Et là où j'étais, il y avait pas de cinéma et c'était genre. Et depuis, je suis revenu et puis là, il y a le coffret des Césars dans lequel je peux voir, mais j'ai vraiment pas envie de le. Je sais que c'est un film qui se regarde sur un grand écran. Ouais. Et j'ai pas envie de le voir sur mon Mac. C'est hors de question. Bien sûr, je comprends. Et donc, je suis en train justement d'organiser là avec des potes pour. J'ai un ami qui a vraiment pas une salle de projection, mais presque un truc en mode rétro-projecteur. Bien sonorisé, etc. Et on s'organise ça. Eux, ils l'ont déjà vu, on le reverra ensemble. Et à chaque fois qu'on me parle de ce film, je me bouche les oreilles. J'ai vraiment pas envie de. Je comprends. C'est un film qui se découvre. Parce que alors, tu parles du coffret des Césars. Tu fais partie du jury des Césars. Ça fait quelques années, qu'il y a une nouvelle, qu'il y a de nouveaux votants. Ok. Pour les Césars, et ils ont décidé d'élargir un peu plus à des gens qui n'ont jamais été nommés, et j'en faisais partie. Okay. Parce que t'avais pas été nommé pour. En fait, j'avais été dans les révélations. Ok. Et ensuite, après les révélations, ils choisissent 5 meilleurs espoirs, et j'en faisais pas partie. Alors, si tu devais reprendre des études, lesquelles seraient-ce ? Eh bien, en tant qu'autodidacte, j'ai vraiment arrêté les études tôt parce que j'avais, je pense, un problème avec une certaine incarnation de l'autorité qui voulait qu'il n'y a qui disait qu'il n'y avait qu'une seule façon d'apprendre, c'est de s'asseoir, se taire et écouter et prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Et donc j'avais fait des études de cuisine à ce moment-là que j'avais beaucoup aimé. J'avais travaillé beaucoup en cuisine. C'est un métier que j'adore et que j'aimerais faire un jour. Ouais, pourquoi pas. Reprendre, pourquoi pas. Mais sinon, des études en particulier, non. Mais quelque chose de plus large, me documenter, me renseigner sur des sujets. Quels que soient quels que soient les sujets, ça peut beaucoup m'intéresser. Et j'ai l'impression que je m'intéresse de plus en plus à des sujets divers et variés par le biais du cinéma, par rapport au rôle que je peux interpréter. Bien sûr, ouais. Et alors du coup, la question suivante, c'est marrant, résonne beaucoup. Quel élève étais-tu à l'école ? Alors sans vouloir me vanter, j'ai des capacités un peu, c'était un peu facile. Ouais, j'en étais sûr. Mais je foutais pas grand-chose, très honnêtement. Et je pense que l'un fait partie de l'autre. Enfin, peut-être que je foutais rien parce que j'ai l'impression que c'était facile et que je me démerdais une moyenne sans trop avoir à travailler. Et d'un autre côté, j'aimais beaucoup l'histoire et le français, c'était mes matières un peu favoris. Mais j'avais vraiment des difficultés à juste rester assis, à écouter ce qu'on me dit, et sans pouvoir vraiment. J'étais très curieux.
Ouais. Et j'avais tout le temps besoin de poser des questions. Et je sais que dans un groupe de 30 élèves, c'est assez agaçant pour le bon fonctionnement du cours. C'est ça, ouais. Sauf que, très honnêtement, c'était pas mon problème, visiblement, vu que... Et donc, j'avais au collège, je crois, une moitié de profs qui me détestaient. Ouais. Et l'autre moitié qui m'adorait. Ok. Et donc, j'étais un peu l'élément perturbateur invirable. Ouais. Parce que j'avais aussi des profs qui se battaient pour pas que je me fasse virer. Alors je vois très bien. Ouais, quand même plusieurs occasions où j'ai vraiment failli me faire virer définitivement du collège où j'étais. Ouais. Ok. Est-ce que tu sais bien mentir et est-ce que tu le fais souvent? Je déteste mentir. Ok. Donc, je le fais pas souvent. Quand je mens à des personnes, en tout cas, qui me connaissent et que j'aime bien, en tout cas, moi, mentir à quelqu'un que j'aime bien, non, je sais pas faire. Ouais, ça se voit directement. C'est cramé, ouais. J'arrive pas, en fait. Mais des mythos bidons, des gens que je connais pas du tout, ouais, bien sûr. Okay. Ouais, j'y arrive. C'est facile. C'est facile. Et je me suis même posé la question si c'était pas une forme de jeu, quelque part. Oui. C'est-à-dire que, j'essaye même de me persuader quand je joue, j'essaie de me persuader que je suis en train de vivre la situation en question. Ouais. Je me demande si les mythomanes n'exercent pas cette pratique. Ouais, ils sont pas des acteurs en quelque sorte. C'est pas impossible. Ouais, je pense que c'est très lié. Après, les mythomanes, c'est quand même particulier. C'est les gens qui peuvent vraiment pas s'en empêcher. Oui, mais à force de se répéter un mensonge dans sa tête, on finit peut-être par y croire aussi. Ouais. Donc c'est la question que je me posais. Dans 40 ans, qu'est-ce qui te fera dire que tu as réussi ta vie? Alors, des enfants. Ouais. Combien? Ah, ça, j'ai pas de chiffres. Mais oui, une descendance, bien sûr. Je sais qu'on vit dans une période où on se demande est-ce que c'est une bonne chose de mettre des enfants au monde? De mettre des enfants au monde. Et puis, l'humanité a toujours fonctionné comme ça. Et puis, on s'éteindra un jour ou l'autre. Mais oui, avoir des enfants. Essayer de leur inculquer la meilleure éducation possible, je pense que c'est un gage de réussite. Ouais. Bien sûr. Donc vraiment que c'est le truc principal qui te... Beaucoup. Ouais, la vie de famille. La vie de famille est très important. Je sais que par exemple, avec ce que j'ai pu vivre dans ma vie, j'aurais pu débloquer certaines... je sais pas, moi, j'aurais pu péter les plombs, j'aurais pu choper la grosse tête. J'espère que je l'ai pas. Je suis pas la personne qui peut juger de ça. Mais je sais que mon entourage joue beaucoup un rôle là-dedans. Ouais. Je sais que ils arrivent beaucoup à me remettre les pieds sur terre quand il m'arrive des choses un peu extraordinaires. Et j'y tiens. Et j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir mes frères et sœurs autour de moi, mes parents, mes amis très proches, qui sont les mêmes depuis très longtemps, que j'appelle quand je vais mal. Et j'ai besoin d'avoir ce pied à terre toujours. Ok. Et je pense que ça passe aussi par la vie de famille. Et ouais, et c'est quelque chose à quoi j'espère beaucoup. Tu vois toujours des mecs avec qui tu rappais, genre Style Fresh, Mister You, Esprit Noir. Ça m'arrive de repasser au studio dans lequel j'enregistrais et de revoir Esprit Noir, Style Fresh, toute la nouvelle école. Et ça me fait toujours très plaisir de les voir et puis de voir surtout leur avancée, leur carrière qui évolue vraiment bien. Et ouais, ça me fait super plaisir de les revoir et même juste de les entendre à la radio, ça me fait toujours plaisir. Voilà, parce que comme on a un peu commencé ensemble, c'est une fierté partagée, bien sûr. Et aussi m'écrivent, leur manager aussi, parfois quand j'ai des sorties de films, ils essayent de me donner de la force et ça me fait toujours plaisir de recevoir leurs messages. Et même Ornette La Frappe, par exemple, qui cartonne beaucoup en ce moment, je suis très content pour lui. Ouais, parce que c'est quelqu'un que tu connaissais avant. On avait enregistré un morceau ensemble. D'accord. Ah oui, ça faisait si longtemps que ça qu'il rappait. Ah oui, bien sûr. Putain, je crois qu'on avait enregistré un morceau, si je dis pas de bêtises, vers les années 2012. Ok, d'accord. Parce que moi, comme il avait explosé via Fianso, en fait. Fianso, meilleur exemple. Fianso, il rappe depuis, j'ai même pas je veux pas dire de bêtises, mais depuis. Depuis le milieu des années 2000. Et depuis le rap français, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et il a explosé. Enfin, pour les puristes, les mecs qui aiment le rap, comme moi. Ça fait bien longtemps. J'ai toujours écouté Fianso. Ça fait bien longtemps qu'il était présent. Et toi aussi, tu m'as l'air de bien connaître le rap. Donc voilà, on sait que Fianso, c'est Fianso depuis. Mais là, il y a quelques années, c'est incroyable ce qui lui arrive. C'est devenu le PDG. Et alors, quand tu vas les voir en studio, ça te donne jamais envie de dire un petit 16 Toujours. Toujours, même en soirée avec des potes quand il y a une instru, évidemment. Mais reprendre de manière professionnelle, c'est vraiment pas quelque chose. Et je crois que c'est même ce qui m'a un petit peu fait lâcher le rap, c'est tout ce côté business et show business qui ne m'intéressait pas. Moi, j'étais un passionné de musique. Ok. Alors peut-être que tu nous as déjà donné la réponse tout à l'heure, mais le film qui t'a le plus fait pleurer?
le plus fait pleurer, je pourrais dire La Ligne verte. Ok. Grand classique, des films qui font pleurer, clairement. Et t'en as un peut-être un peu... Tu pourrais faire découvrir... Ouais, j'ai un film qui s'appelle Inch'Allah Dimanche. Ok. Avec Felag, qui est un film qui parle de l'arrivée en France via le regroupement familial de familles algériennes. Ok. Avec l'arrivée en bateau, etc. C'est Felag et Fedjria Deliba qui jouent le couple. Non, pardon, c'est pas Felag, c'est Felag qui joue dedans, mais c'est Fedjria Deliba qui joue la femme en question. Okay. Et cette histoire me rappelle terriblement l'histoire de ma mère qui est arrivée en France, et donc ce film m'émeut beaucoup. J'ai dû le voir une vingtaine de fois. Ah ouais. Et c'est un film que je conseille à beaucoup de monde. Ok, Inch'Allah Dimanche. Donc. Inch'Allah Dimanche. Et alors, dernière question pour toi, ensuite tu pourras m'en poser une. Oh, parfait pour finir, quelles sont tes faiblesses? Ouf, il y en a beaucoup. Mes faiblesses, j'en ai vraiment beaucoup. Professionnellement, on peut dire peut-être un petit peu de paresse. Ah ouais? J'avoue que en tout cas, j'essaye de me documenter un peu plus, de voir plus de films, de lire plus de livres. Je sais que ce sera jamais assez de toute façon. Bien sûr. Mais j'essaye de me mettre un coup de pied au cul par rapport à ça. Savoir dire non. Ok. Vraiment, ça me brise le cœur de dire non à chaque fois, même si je le fais. Mais essayer de prendre une certaine distance avec ça. Ouais. Peut-être avoir un peu moins peur d'être un peu moins aimé par certaines personnes, quoi. Ok. Je vois. Bah écoute, merci beaucoup pour ta participation. C'est à mon tour de te poser une question, c'est ça? Piocher trois questions et en choisir une à me poser. Alors, de quoi es-tu le plus fier? Ah, de quoi je suis le plus fier? Je suis fier de mes amis. Je suis fier des personnes que j'ai comme amis. Parce que je trouve que j'arrive à avoir... Dans mes amis, je retrouve vraiment une diversité d'idées, des gens qui sont brillants, qui font des choses, et je me dis, si ils me considèrent comme un de leurs amis, s'ils m'acceptent dans leur cercle, c'est que je dois être quelqu'un finalement qui est assez bien. Et vraiment, ma plus grande fierté, c'est mes amis. Eh bien, ça se voit que tes amis t'écoutent. Alors, quel programme TV n'existe pas mais devait être créé en ton sens? Ah oui, alors ça, je sais direct. J'ai un fantasme de télé-réalité autour des pirates. Genre, on prend des candidats qui sont prêts à le faire, on les met sur des bateaux du 18e siècle, avec des canons, des sabres, des filets, tout. On leur file une carte, on leur dit il y a un trésor, vous pouvez le trouver, et ils ont le droit de se foutre sur la gueule, et on filme ça dans l'océan. Avec des vrais sabres? Ouais, bien sûr. T'es très chaud. Ah ouais, un truc un peu... C'est pas très légal, mais très intéressant. un truc un peu sauvage, ouais. Ouais, ok. Et une petite dernière. Je serais chaud pour jouer dedans, en tout cas. Moi, si tu me donnes un sabre, j'y vais. Ça marche. Très bonne question pour la dernière. À quel point le passé des gens excuse-t-il leur comportement pour toi? Oh putain. Bonne chance. Ouais, bon chance. Pour ceux qui ont la référence. T'es en train de... Tu veux me mettre dans une sauce, en fait, là, avec la dernière. Alors, je pense qu'il l'explique, mais qu'il l'excuse pas. Et que contrairement à ce que disait notre ancien Premier ministre et girouette nationale Manuel Valls au sujet des... On adore notre valse nationale. Notre valse nationale et espagnol national, hein, même notre valse binationale. Même si eux, visiblement, ne savent pas qui il est. Eux non plus, le rejettent, tenez-le, prenez-le. Démerdez-vous, il a commencé chez vous, il n'y a pas de raison que vous nous refiliez. Où il disait, concernant, je crois que c'était les terroristes du Bataclan, que commencer à expliquer ce qu'ils avaient mené aux terroristes, c'était commencer à les excuser, ce qui me semble être une aberration totale, et que justement, pour lutter contre ce genre de choses, faut expliquer. Donc, excuser, ça dépend dans quelle mesure, quoi. Tu vois, par exemple, est-ce que le fait que Polanski est un rescapé des camps de la mort, ait vu sa femme se faire assassiner par un gourou satanique à Los Angeles, excuse ce qu'il a fait par la suite, donc ces comportements pédocriminels? Non, très clairement. Donc voilà, en fait, je pense que ça dépend de la mesure de l'acte à excuser. Et je pense qu'à partir du moment où ça nuit à d'autres personnes, où ça nuit physiquement et moralement à d'autres personnes, l'excuse s'arrête. L'explication demeure, l'explication reste, mais à partir du moment où ça nuit à des gens, l'excuse s'arrête. Et tu penses que les gens peuvent changer?
Oui. Ah oui, je pense que les gens peuvent changer, mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui changent. Je pense que vraiment changer, c'est très très compliqué. Changer dans le fond, en tout cas. Ouais, changer dans le fond. Tu vois, je pense à un mec comme Bertrand Cantat où on a essayé de nous vendre qu'il avait changé. Je pense que non, s'il avait vraiment changé, il se serait retiré de la scène publique. Il aurait continué à faire de la musique parce que c'est son métier, c'est ce qu'il sait faire, mais il se serait retiré de la scène publique et il aurait accepté qu'on ne lui donne plus la parole et qu'il ne soit plus sous le feu des projecteurs. Ça aurait été un réel changement et une réelle prise de conscience de ce qu'il a fait et de ce que sa présence médiatique pouvait impliquer. Donc, mais à côté de ça, je pense que oui, les gens ont la puissance en eux de changer. On a réussi à avoir des ordinateurs super puissants dans nos poches, on peut réussir à changer. Écoute, merci beaucoup pour ta participation. La dernière question, on va voir comme chaque épisode. Est-ce que tu peux me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire ? Une que tu penses que je peux avoir assez facilement et une un peu inaccessible où vraiment je suis un king si j'arrive à l'avoir. Putain, j'avais des blazes tout à l'heure et là, là ils se sont évanouis. Bon, j'en ai un que t'auras jamais. Ok. Mais si tu l'as, c'est Stromae. Ok. Ouais. Putain, ce serait mortel. Tu l'auras pas. Oui, je pense que ça va être très compliqué de l'avoir. Si tu veux faire la concurrence avec le JT de TF1, essaye toujours. Vas-y. Bonne chance encore une fois. Bonne chance. Et alors du coup, pour une personne un peu plus accessible... j'aimerais bien entendre Vincent Cassel chez toi, tiens. Vincent Cassel ? Ouais. Mais Vincent Cassel, tu le trouves accessible ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va essayer. Écoute, on va essayer d'avoir Vincent Cassel dans Aléatoire. Et écoute... Parce que je le trouve assez juste dans les réponses qu'il donne à ce genre de questions. Oui. Et il va droit au but sans... je trouve très juste. Et j'aime bien les réponses qu'il donne à chaque fois, même dans des questions un peu plus complexes. Ouais. C'est quelqu'un que tu as déjà rencontré, t'as déjà passé du temps avec, t'as déjà eu l'occasion de passer du temps avec lui ? C'est quelqu'un que j'ai déjà croisé, mais genre très rapidement comme ça. Non, j'ai jamais vraiment eu de longues discussions avec lui, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, dont j'admire beaucoup la carrière en tout cas. Très bien. Écoute, j'essaierai de l'avoir un jour où il rentre du Brésil pour une tournée. Bonne chance. Encore une fois, pour une tournée promo. Et Stromae, c'est pour quand ? Stromae, on va essayer, hein, on va tenter. Ça se trouve, je sais pas pourquoi, mais je me dis que j'aurais moins de mal à avoir Vincent Cassel moins de mal à avoir Stromae que Vincent Cassel. Je me dis peut-être qu'un petit projet je sais pas, faut voir à quel point il verrouille sa communication et ses apparitions. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à Aléatoire, Rabat. Merci d'être le premier invité que je ne connais pas personnellement, ce qui était quand même pour moi un petit défi, et je suis content, ça s'est très très bien passé. Tu es donc à l'affiche en ce moment de Arthur Rimbaud, de Laurent Cantet. On espère qu'il est encore à l'affiche et que vous pourrez vous précipiter pour le voir une fois l'écoute de ce podcast terminée. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci de suivre Aléatoire et au prochain épisode. J'enregistre ce petit message avant de vous laisser parce que quand on a enregistré l'épisode, en fait, les réseaux sociaux du podcast n'existaient pas encore, mais vous pouvez retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter avec le même identifiant sur les 2 plateformes, @aléatoire_s. Vous pouvez aussi les retrouver en description de cet épisode, ainsi que les réseaux sociaux de notre invité du jour. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux, ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre, et laissez-vous surprendre.